Nous abordons donc cette nouvelle période de l'itinéraire, la dernière étape de l'itinéraire de Michel Rocard dans le PSU. Dernière phase donc, à l'issue de laquelle, après avoir suivi une double démarche, à la fois publique et privée ou confidentielle, un chemin tortueux, certes, Michel Rocard adhère au Parti socialiste qu'il avait quitté en 1958. Il y adhère en décembre 1974, mais contrairement à ce qu'il avait espéré, il y entre en position de faiblesse, après avoir été mis en minorité au PSU. Alors, ce processus, qui se termine ainsi dans le PSU, a commencé précisément en 1971, qui se recoupe avec la séquence précédente. Ce processus a commencé en 1971 et a été mis en œuvre en 1973. Et se mettre en place en 1973, même déjà avant, tous les protagonistes collectifs ou individuels, une sorte de pièce de théâtre qui va se jouer en plusieurs actes, c'est-à-dire en plusieurs années finalement, pour aboutir en 1974, et qui avait été d'ailleurs accompagné cette période par un coup de théâtre j'en parlerai tout à l'heure. Ce dont je me contente dans cette présentation pour le débat, c'est de l'histoire de cette période considérée comme acquise, reconnue en somme par tout le monde, celle en gros que j'ai essayé d'écrire dans les années qui passaient. Donc c'est pour permettre ensuite que tout le monde parle de la même chose. Je parlerai par année. En mai 1971, c'est le premier événement de cette grande pièce qui va se jouer, le Congrès d'Épinay, où, comme vous le savez, se réalise la fusion de l'ex-parti socialiste avec des forces nouvelles, la Convention des institutions républicaines, Vie nouvelle, Objectif 72 et le CRS. François Mitterrand se prononce en faveur d'une alliance de gouvernement avec les communistes, afin d'amorcer, dit-il, la transformation socialiste de la société. Le nouveau parti envoie une lettre au PSU pour saluer le congrès de Lille, que Michel Rocard n'osera pas lire d'ailleurs, par peur d'une vaste bronca désobéissante pour le nouveau secrétaire du PS. Donc ça, c'est le premier événement, si on peut dire, dont on verra les suites dans toute cette affaire. En juin 1971, le congrès de Lille, encore porté par le sentiment de l'imminence d'un puissant mouvement social, un fondement prolétarien, le congrès discute dans la fièvre de la construction du parti révolutionnaire et de ses bases sociales. Et ce congrès, à ce congrès, Rocard, face aux divisions de ses adversaires, l'emporte de justesse. C'est en quelque sorte, pour résumer le fond de l'affaire, la mort du concept de parti révolutionnaire, de type léniniste ou pas. Et je pense que cette victoire de Rocard correspond incontestablement sur le plan du gauchisme à une défaite idéologique irréversible de l'idéologie gauchiste de cette époque. Et en même temps, ça ne correspond pas entièrement à une proposition d'une alternative autogestionnaire telle qu'on voudrait la construire. En 1971 aussi, c'est le stage de formation d'Aiguillon dont a parlé mon prédécesseur, qui permet une réflexion à tête reposée, et à Robert Chapuis et à Patrick Vivray de s'interroger en profondeur sur ce que le PSU doit opposer à Mitterrand. Voilà la première année 71 et différents grands épisodes, je ne cite pas les secondaires, qui le caractérisent. Année 72. La pression sociale pousse le PS et le PC vers l'unité politique. Le PS, pour améliorer le rapport des forces avec le PC, pose la question de l'intégration des forces chrétiennes de gauche, attribuées comme étant le PSU et la CFDT. Ça, c'est un peu l'objet que défend d'ailleurs largement, avec une sérieuse, comment dirais-je, mauvaise foi, Jean Popren dans son livre sur l'histoire de l'unité de la gauche. Après l'accord du programme PS-PC, qui ne donne aucune place à l'autogestion, le PSU donne la priorité à l'élaboration du programme de transition et à la redéfinition du parti que l'on voudrait autogestionnaire. Ce programme, élaboré par de nombreuses contributions de militants multiples, encore une fois de courants majoritaires comme minoritaires, met en cause l'idée même de croissance et en fait une critique sociale et écologique en développant la problématique côté gestionnaire. Ce sera le manifeste
de Toulouse. Les courants battus au congrès de Lille, en particulier dans la région parisienne avec Marc Urgon, mènent une lutte très dure contre la direction Rocard. Pour éviter la dislocation du PSU, un courant centriste, si j'ose dire, s'organise autour de Michel Mouzel. Finalement, la fraction maoïste est exclue en juin, donc ajoutant une marque de plus dans la défaite des courants gauchistes. Nous sommes donc toujours en 72 et le congrès de Toulouse, en décembre, adopte à une vaste majorité le manifeste qui démontre la capacité de rénovation doctrinale et stratégique débouchant sur l'autogestion comme axe politique du socialisme à construire. Rocard est très satisfait du travail accompli et il préface avec enthousiasme la publication du manifeste qui est vendu, dit-on, à plus de 50 000 exemplaires. Voilà un peu cette deuxième année, ce deuxième acte, si on peut dire, de cette histoire des années 70 et Rocard en 70-72. En même temps, la CFDT d'Edmond-Maire, qui a d'ailleurs adhéré au PSU en 1971, exprime sa volonté de construire un courant socialiste autogestionnaire. Troisième année, avant-dernière, 1973. Le contexte international est marqué au moins par 2 points. Le premier, c'est la guerre d'octobre de 1973 et la crise pétrolière qui déclenche la crise structurelle du capitalisme, déjà touchée par, comme on le sait, la crise monétaire. Et en même temps se met à jour de manière irréversible et internationale la question palestinienne. Et puis au Chili, un gouvernement de gauche socialiste élu démocratiquement est renversé par une armée pilotée par les États-Unis. Mitterrand et Rocard doivent en mesurer la gravité et la signification pour l'Europe. J'espère qu'on en parlera un peu, parce que je crois que c'est un événement tout à fait considérable. Pour la première fois, un mouvement socialiste accède au pouvoir par des voies légales et démocratiques, maintient la démocratie pendant le processus et est renversé par les États-Unis. Ceci pose un problème, bien sûr, pour le socialisme que voudrait la France, la gauche française, dans cette même période. Il faudra y revenir peut-être. En France, les élections législatives sont préparées avec retard par le PSU, qui a perdu des moyens financiers. Et il ne peut présenter que 215 candidats au lieu des 250 annoncés, et il faut faire émerger l'alternative autogestionnaire par rapport à la gauche traditionnelle. D'où la nécessité de resserrer ses liens avec la CFDT. C'est le colloque Autogestion et Révolution socialiste organisé par 4 revues de gauche. Les résultats électoraux sont un choc. 489 000 voix contre 875 000 en 1968. Et c'est là que se situe une sorte de petit coup de théâtre au Bureau national. Alain Richard, chargé de faire un rapport au Bureau national sur ces résultats, conclut son analyse brillante des élections. Le PSU n'a aucun avenir électoral. Je regarde Michel Rocard, il ne bronche pas, et ça passe. Peu de temps après, c'est l'interview à Témoignage chrétien où il esquisse une démarche, il fait une démarche d'adhésion presque vers le développement du PS, suscitant une réaction vive de tout le Bureau national, y compris de ses propres amis. Et puis, en 1973, en avril, c'est l'affaire LIP. L'enjeu en est, là, comme vous le savez, la restructuration de l'industrie horlogère à l'échelle européenne. Rocard s'investit pleinement en lien avec la Fédération générale de la métallurgie de la CFDT, de Chérec, et aussi prend des contacts avec des personnalités du patronat moderne, Ribou et Bidguin, qui permet un débouché positif avec le projet Neuschwander, qui appartient aussi au PSU, comme on le sait, perçu comme une victoire par les ouvriers de LIP. La portée du combat de LIP qui se développe relance le débat sur la nature du socialisme à construire. Et ça, c'est très, très important. Et avec, on peut dire, sa participation active au Rassemblement de Larzac, le PSU se sent revitalisé et permet à Michel Mouzel de déclarer que le PSU, de parti objet, est devenu un parti sujet. Et le PSU propose aussi un pacte d'unité d'action anticapitaliste qui suppose donc
l'unification de toutes les forces politiques de gauche pour définir un peu quel doit être le sujet politique, non plus le parti révolutionnaire, mais l'ensemble, qui doit porter disons, la construction du socialisme. Ce pacte d'unité d'action anticapitaliste devait être signé à la fois par les forces du programme commun et par les forces qui ont refusé d'y adhérer, à savoir bien sûr la CFDT et le PSU. Dernière année maintenant, en 1974, l'année finale. À ce moment donc, un double constat peut s'opérer. D'un côté, nous avons un parti socialiste qui semble avoir démontré une incapacité quasi totale d'intervenir dans les luttes sociales, mais qui devient très fort électoralement. De l'autre côté, le PSU qui dispose d'une réelle capacité d'intervention dans les luttes sociales, mais qui reste douloureusement faible électoralement. Ce PSU aura-t-il le temps d'acquérir la représentativité politique avant l'élection présidentielle prévue alors pour 1976? À ce moment-là, deuxième coup de théâtre. Un événement imprévu a bouleversé tout cela, la mort de Pompidou. Et cette mort de Pompidou, donc, crée, bien entendu, les conditions d'une élection présidentielle anticipée. Le PSU est alors en demeure de choisir entre un avenir politico-électoral, en présentant un candidat à la présidentielle, quel qu'il soit, et la subordination à l'évolution électorale du Parti socialiste. À ce moment-là, très vite, le choix de Michel Rocard est alors très clair. Il prend acte de la fin politique du PSU et d'un courant socialiste autogestionnaire autonome. Il refuse fermement de se présenter et refuse d'emblée toute autre candidature pour le PSU, même si ça peut être piégé. Les dés sont jetés. La majorité du PSU, reflétant les aspirations unitaires, l'emporte pour soutenir François Mitterrand. Rocard décide de mener la campagne de Mitterrand, est en disponibilité par rapport au secrétariat national, et va mener la campagne sur les questions économiques et financières en particulier. La défaite de justesse de François Mitterrand n'arrête pas le processus de rapprochement organisationnel avec le PS. Rocard convainc François Mitterrand de lancer un appel pour tenir des assises pour le socialisme, réunissant les trois composantes PS, CFDT, PSU. Le texte d'inspiration autogestionnaire peut permettre un débat productif où le PSU peut marquer des points politiques et idéologiques. La question posée est le débouché politique et organisationnel de ces assises. La majorité du PSU n'est pas prête à cette hypothèse, mais Rocard espère entraîner une majorité du PSU vers le PS. En réalité, ce n'est pas le cas, et Rocard précipite la rupture avec son parti, devenu majoritairement contre lui au Conseil national d'Orléans. En décembre, il adhère au Parti socialiste. Il faudra conclure maintenant sur quelques observations. Excusez-moi. Il faudra attendre des années avant de pouvoir reconstituer l'itinéraire réel, discret, choisi aussi en parallèle par Michel Rocard à partir des rencontres organisées à partir de 1973, en particulier chez le docteur Salomon, avec Monroy et Maire pour l'essentiel. Michel Rocard l'évoquera lui-même dans certains écrits, mais assez peu, finalement. André Salomon en parlera dans son livre consacré au Parti socialiste, le PS mis à nu, bien. Mais aussi, il y aura des témoignages de compagnons de Michel Rocard. Tout cela constitue des éléments, mais qui ne sont pas encore complètement globalisés, si j'ose dire. Donc, ça pose un problème. Le problème de la question de la transparence. Dans son livre « Le cœur à l'ouvrage », Michel Rocard insiste sur la nécessité éthique presque de la transparence en politique, dans la vie publique, l'opposant bien entendu à la transparence dans la vie privée qui fait les choux gras de la presse people, contre laquelle il était absolument. Et donc la question c'est que cette transparence dans la vie publique n'a pas eu lieu pour ce problème, n'a pas été respectée. Et je lui ai demandé, quand je le voyais assez souvent pour mon travail, pour mon livre, je lui ai dit, mais pourquoi t'as pas eu un moment où on a pu poser ce problème? On aurait peut-être pu en discuter et fixer les termes du débat qui était posé. Il m'a dit, tu te rends pas compte, je faisais exploser la boutique.
Voilà très exactement la réponse qu'il m'a dit. Alors, et c'est pour ça, et je voudrais dire, pour terminer, que cette histoire, donc, est une histoire qui a été vécue de manière passionnée. Et c'est maintenant aussi une histoire qui reste amère, dure. Mais ce n'est pas une petite histoire. C'est un morceau d'histoire du mouvement socialiste international, mondial, à la recherche, disons, d'une pensée, d'une pratique pour un socialisme émancipateur qui n'avait pas encore eu lieu tout au long du XXe siècle. Et c'est de ce point de vue-là, je pense que cette recherche a été le fait de Rocard, de tout le PSU, de tous ces militants qui se sont engagés de manière absolument désintéressée dans ce parti particulier et qui a donné un sens à la vie de chacun de ces militants. Et c'est pour ça que de ce point de vue-là, Rocard fait partie de ceux-là. Mais il n'a pas, à mon avis, forcément entièrement, dans cette dernière période, disons, respecté l'ensemble de ces nécessités éthiques pour lesquelles il était extrêmement exigeant, et à juste titre. De ce point de vue-là, donc, je voudrais que les témoignages qui vont suivre, qui comment dirais-je, sont le fait de témoins de première main du phénomène, du processus, de cet itinéraire. Comme disait Foucault, l'itinéraire, c'est l'identité d'un individu. Et cet itinéraire, donc, a été vécu de manière plus ou moins difficile par ces trois personnes qui nous ont fait l'honneur de pouvoir participer à cette rencontre. Et j'espère qu'elles permettront de faire de cette histoire à la fois publique et un peu non publique de Mitterrand, l'obsession. Il faudra dire un jour ce que Rocard et Mitterrand, ces rapports, ça nécessiterait. Enfin bref, j'avais su en parler. Et donc, ça pourrait peut-être permettre, avec ce qui aura été dit aujourd'hui, y compris avec les témoignages de ceux qui sont dans la salle, de faire une histoire globale de cette période, qui soit en quelque sorte une histoire réelle de cet itinéraire de Michel Rocard, qui a abouti à cette adhésion au Parti socialiste et qui mérite bien sûr une réflexion de fond. Je vous remercie. Merci.